Imaginons un instant. On atteint enfin un objectif qu'on poursuivait depuis des mois, peut-être même des années. Hmm. Un diplôme, une promotion, un gros projet qu'on boucle enfin. La joie est là, elle est intense, on sabre le champagne. Et puis, quelques heures ou quelques jours plus tard, un sentiment un peu bizarre s'installe. Une sorte de vide. Exactement. Et la seule question qui reste, c'est tout. Cette sensation, ce moment où le sommet qu'on a atteint révèle un horizon étonnamment plat. C'est un paradoxe que beaucoup de gens connaissent. C'est presque une déception post-réussite. C'est ça. Et c'est précisément ce sentiment qui est au cœur de notre analyse aujourd'hui, parce qu'il révèle une faille fondamentale dans notre approche de la réussite. Absolument. Cette quête d'une grande mission de vie, cette idée qu'il y aurait une destination finale qui nous apporterait un bonheur permanent, c'est ce mythe qu'on va essayer de déconstruire. Et pour ça, on s'appuie sur une source. Oui, on se penche sur la 56e édition de la newsletter Success Mindset Goals de Romuald Tranchot. Et le titre est déjà assez provocateur. Tu cherches ta mission de vie, arrête, fais ça à la place. Le postulat de départ est radical. L'auteur, il propose vraiment de renverser la table et il nous demande « Et si la recherche d'une destination finale était le problème lui-même ?» Intéressant. Si le bonheur, en fait, ne se trouvait pas à la ligne d'arrivée, mais dans la sensation même de progression. On va explorer cet argument et c'est bien plus qu'une simple astuce de développement personnel. C'est une refonte de notre rapport à l'ambition. C'est une exploration qui touche vraiment au mécanisme profond de la motivation. D'ailleurs, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, l'auteur mentionne qu'il est possible de rejoindre le club Success Mindset Goals. C'est gratuit. Voilà. Mais pour l'instant, attaquons le premier point, parce qu'il identifie un problème que, je pense, tout le monde a déjà ressenti. Cette impression de faire du surplace, paralysé par la peur de prendre la mauvaise décision. Oui, cette attente de la clarté totale avant de se lancer. C'est ce que la newsletter appelle l'illusion de la destination. On est conditionné, en fait, à penser le bonheur comme un objet à acquérir. Le diplôme, le poste, la maison. Exactement. Le problème, c'est que la neurochimie, elle fonctionne pas comme ça. L'auteur cite un chiffre qui fait réfléchir. L'euphorie de la réussite, ce pic de dopamine, ça dure entre 6 heures et 6 semaines. Seulement. Oui. Après, le niveau de base revient, et si rien ne prend le relais, c'est le vide. On s'attendrait pourtant à une satisfaction durable, mais c'est l'inverse qui se produit. Est-ce que c'est juste une sorte de blues post-projet ou est-ce qu'il y voit quelque chose de plus fondamental sur la nature humaine? Pourquoi ce vide s'installe si vite? Alors la réponse qu'il propose, elle est à la fois philosophique et très très percutante. L'humain n'est pas fait pour avoir, il est fait pour devenir. Ah ouais. Et là, on touche à un point essentiel de la psychologie qui va bien au-delà du simple développement personnel. C'est l'idée que notre cerveau est câblé pour la poursuite, pas pour la possession. La chasse est plus stimulante que la prise. Voilà. L'arrêt de cette poursuite, l'arrivée à une destination, c'est perçu par notre système nerveux non pas comme un repos, mais comme une forme de mort symbolique. Le moteur s'arrête quoi. Ce qui expliquerait pourquoi le stress, selon l'auteur, ne vient pas forcément de la charge de travail, Non. mais de l'activité sans progression. On peut être épuisé, mais heureux si on est en train de construire quelque chose. Par contre, être occupé sans but, c'est terriblement anxiogène. C'est un peu l'image du hamster dans sa roue. Précisément, courir sur un tapis roulant, c'est épuisant, mais on ne va nulle part. La fatigue est là, mais le sentiment d'accomplissement, lui, il est absent. C'est ça l'activité sans sens. Et donc, si cette illusion de la destination est le poison, Et quel est l'antidote? l'antidote proposé est une équation d'une simplicité presque désarmante. Progrès égale bonheur. C'est un changement de paradigme complet. On ne vise plus le sommet de la montagne, on apprend à aimer l'escalade avec ses difficultés, ses petites victoires. C'est ça. On arrête de se focaliser sur le « quand j'aurai ça, je serai heureux » pour se concentrer sur « je suis en train de devenir quelqu'un et c'est ça qui me nourrit ». C'est le pivot de toute sa pensée. Adopter un mindset du progrès perpétuel. Il ne s'agit plus de chercher une fin, mais d'apprécier l'évolution. Et les bénéfices décrits sont doubles. D'abord, la fin du vide existentiel, puisque le voyage ne s'arrête jamais, logique. Ensuite, et c'est peut-être le plus important, la reprise de contrôle.
L'auteur insiste beaucoup sur ce point. Le stress diminue drastiquement dès qu'on sent qu'on reprend le volant, même si la route est difficile. Le simple sentiment de progression est un antidote puissant à l'anxiété. Et pour rendre ça très concret, il donne un exemple qui va un peu à contre-courant de l'idée habituelle des petits pas quotidiens. Il parle du concept d'immersion. Oui, et c'est une idée forte. La newsletter affirme On apprend plus en 3 jours d'immersion totale qu'en 3 ans de cours théoriques. C'est une affirmation audacieuse. sur 3 mois où on y pense 10 minutes par jour. L'immersion, par sa concentration, crée un élan, un momentum que l'auteur oppose à ce qu'il appelle la régularité médiocre. Je comprends l'idée, elle est séduisante. Mais est-ce que ce n'est pas un peu élitiste ? Tout le monde ne peut pas se permettre de disparaître pendant 3 jours pour une immersion loin des obligations familiales ou professionnelles. Comment on applique ça à un quotidien déjà bien rempli ? C'est une excellente question et je pense qu'il faut voir l'immersion comme un principe plutôt qu'une recette littérale. L'idée, c'est pas forcément de prendre 3 jours de congé. D'accord. L'immersion, ça peut être une soirée où on coupe son téléphone et où on se consacre à 100% à une seule tâche pendant 4 heures. C'est l'intensité et le focus qui comptent. L'ennemi, c'est le multitasking et la dilution de l'attention. 1 heure de travail intense et concentré vaudra toujours mieux que 3 heures de travail hachées par les notifications. Absolument. Le principe reste le même. Créer une avancée significative pour nourrir ce sentiment de progrès. Vu comme ça, c'est beaucoup plus accessible. Et cette idée de progresser, de faire des choix forts, ça m'amène à un autre point qui m'a fasciné dans cette newsletter. L'auteur nous force à regarder de plus près un mot qu'on croit tous connaître, le mot décision. Ah oui, c'est une des vérités de la semaine du texte, et c'est un point d'ancrage sémantique très très puissant. L'auteur nous rappelle que le mot décision vient du latin incidere, Qui signifie couper. Une vraie décision, c'est donc une incision. C'est un acte chirurgical où l'on coupe toutes les autres possibilités. Ce n'est pas une simple préférence, c'est un renoncement. C'est la fameuse stratégie de brûler ses navires pour s'interdire toute retraite. L'auteur est très clair là-dessus. Si on garde un plan B, une porte de sortie confortable, notre cerveau ne se battra jamais à 100% pour le plan A. j'avais. Il sait qu'il y a une option de repli, moins risquée, qui attend. Et il choisira presque toujours la facilité. C'est ce que la source appelle la fausse décision. Précisément. C'est un souhait, un « j'aimerais bien », ce n'est pas un commandement. Une vraie décision, ça ne laisse pas de place au doute. Et dans la même veine, il met en garde contre 2 autres pièges. Le premier, c'est de croire qu'il n'y a qu'une mission unique pour soi, gravée dans le marbre. Alors qu'en réalité, Il soutient que nos missions évoluent avec nous, avec nos expériences. La mission de nos 20 ans n'est pas celle de nos 40 ans, et c'est normal. et le second piège, il est plus subtil. C'est la confusion entre l'activité et la productivité. Absolument. Être occupé, ce n'est pas synonyme d'avancer. On peut passer sa journée à répondre à des emails, à faire des réunions, à cocher des petites cases. Et avoir l'impression d'être très productif. Voilà. Mais si rien de tout ça ne nous rapproche de notre objectif principal, ce n'est que de l'agitation. L'auteur nous alerte, si on court très vite dans la mauvaise direction, on ne fait que s'éloigner plus rapidement de son but. La question n'est pas « suis-je occupé ?», mais « est-ce que je progresse sur ce qui compte vraiment ?» Ce qui est appréciable, c'est que la newsletter ne se contente pas de poser des diagnostics. Elle propose un plan d'action très concret, une méthode qu'elle nomme la triade de la transformation. On passe du pourquoi au comment. Oui, un plan très direct conçu pour court-circuiter la procrastination et transformer l'intention en action. La première étape, logiquement, c'est décider. C'est l'incision dont on parlait, exactement. Faire un choix clair, sans ambiguïté, et tuer mentalement toutes les alternatives. L'auteur insiste. Ce choix doit être rendu irrévocable dans son propre esprit avant toute autre chose. Ensuite, il y a la deuxième étape, qui est sans doute la plus critique. C'est elle qui fait le pont entre le monde intérieur et le monde extérieur. C'est l'étape s'engager ou commit en anglais. Il s'agit de poser un acte immédiat qui rend le retour en arrière difficile, voire impossible, physiquement, financièrement ou socialement. Il donne des exemples. Oui, très clair. Réserver le billet d'avion non remboursable, payer l'acompte de la formation, l'annoncer publiquement à son entourage. Le but, c'est de créer une inertie positive, de ne pas laisser au cerveau le temps de refroidir, le temps de trouver de bonnes excuses pour abandonner. C'est ça. Et la troisième étape, elle est plus psychologique. C'est la consolidation interne. Les soudres. Oui, ou resolve. C'est la conviction interne, la certitude absolue que c'est déjà faire dans notre tête avant même d'être réalisé dans le monde physique.
Ce n'est pas de la pensée magique, hein. Non, c'est un état mental. C'est un état mental où l'échec n'est plus une option. La bataille est gagnée en interne avant même de commencer. C'est l'état d'esprit de l'athlète qui se voit déjà franchir la ligne d'arrivée. Cette certitude, ensuite, elle guide toutes les micro-actions du quotidien. Le défi de la semaine qui clôture cette partie, c'est donc l'application directe de cette triade. Identifier un domaine où l'on stagne, prendre une vraie décision en coupant une option de confort, comme désinstaller une application de réseau social par exemple. Et poser immédiatement un acte d'engagement irréversible. Pour ancrer tout ça, l'auteur s'appuyait sur une référence majeure du développement personnel. Oui, il recommande la lecture de L'éveil de votre puissance intérieure de Tony Robbins. Il le présente comme la Bible pour comprendre que nos décisions, et non nos conditions, déterminent notre destinée. Ça résume bien toute la newsletter. Oui, et il met en avant 3 concepts clés du livre pour renforcer son argumentaire. Le premier, j'imagine, est une extension de ce qu'on vient de dire sur le mot décision. Oui, c'est le pouvoir des décisions. Robbins explore en profondeur comment un vrai choix, une incision, change notre trajectoire instantanément. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. D'accord. Et le deuxième concept, C'est le changement d'état. C'est l'idée qu'on peut et qu'on doit gérer activement son état émotionnel. Ça, c'est fascinant. On a tendance à attendre de se sentir motivé pour agir. Lui, il dit le contraire. Agis pour devenir motivé. Exactement. Il suggère qu'en modifiant radicalement sa physiologie, sa posture, sa respiration, son expression faciale, on peut changer son émotion et donc la qualité de ses actions. Se tenir droit, respirer profondément, sourire, même de manière un peu forcée au début. Ça envoie des signaux au cerveau. Voilà, des signaux biochimiques qui modifient notre état interne. C'est une approche très proactive. On ne subit pas ses émotions, on les influence. Et le troisième concept est peut-être le plus percutant, le plus confrontant. Il s'agit des standards. La phrase citée dans la newsletter est brutale. Tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens ce que tu tolères. C'est dur, mais ça sonne terriblement vrai. Oui. Accumulation complète de la pensée habituelle. On se concentre toujours sur nos désirs, nos objectifs. Robbins, et donc l'auteur, nous dit que la clé n'est pas là. La clé, elle est dans notre seuil de tolérance. Notre vie actuelle est le reflet de ce qu'on a accepté comme normal. Parfaitement. Le vrai changement ne commence pas quand on désire quelque chose de mieux, mais quand on décide qu'on ne tolère plus la situation actuelle. Et c'est là que tout se recoupe. Élever ses standards, c'est prendre une décision, une incision, de couper avec un niveau de vie, de santé ou de relations qu'on ne supporte plus. Ce n'est pas viser plus haut. C'est refuser de vivre plus bas. Voilà. La décision de ne plus tolérer la médiocrité dans un domaine de sa vie, c'est le moteur le plus puissant qui soit. On voit bien comment ces 3 idées, le pouvoir de la décision, la maîtrise de son état, l'élévation des standards, ne sont pas juste une liste de conseils. En fait, tout est lié. Chaque brique renforce les autres. Oui, pour construire une véritable philosophie de l'action. Finalement, en reliant tous ces points, le message de cette newsletter, c'est un puissant appel à l'action et à la responsabilité. Arrêtez d'attendre l'inspiration, les conditions parfaites, la mission de vie révélée par magie. La conclusion de l'auteur est sans appel. Tu es le créateur, pas la créature. Notre réalité d'aujourd'hui, c'est simplement le fruit de nos décisions ou de nos non-décisions passées. Et donc, logiquement, pour changer le futur, il faut changer la décision maintenant. L'auteur ne nous laisse pas partir sans un dernier électrochoc. Il termine avec une question fondamentale, conçue pour rester avec nous bien après la lecture. Une question qui force à l'introspection, j'imagine. Oui, une question qui sert de point de départ. Il nous demande « Quelle est la décision que tu repousses par peur, mais qui, une fois prise, rendrait tout le reste plus facile ?» C'est une question puissante en effet. Elle met le doigt précisément là où se trouve le blocage. C'est tout le temps que nous avons pour cette analyse. Merci d'avoir été à l'écoute. Nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle exploration. D'ici là, n'hésitez pas à laisser cette question infuser. Et si ces thèmes vous parlent, l'auteur invite à rejoindre le club Success Mindset Goals pour continuer la réflexion. C'est gratuit.